Bonjour à tous, chers auditeurs, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Osons parler ciné. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Naomi. Bonjour. Notre épisode sera dédié à un véritable coup de cœur horrifique, avec de potentielles divulgations, vous voilà prévenus. Le nouveau film de Robert Eggers, Nosferatu, sorti le 25 décembre 2024. Un réalisateur que vous connaissez peut-être déjà, avec The Northman ou encore The Witch. Dans un premier temps, apportons un peu de contexte. Nosferatu est un remake de Nosferatu le vampire, sorti 102 ans plus tôt, en 1922, et réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, l'un des maîtres du cinéma expressionniste allemand. Ce film est disponible en intégralité sur YouTube, je vous invite donc à le visionner si cela vous intéresse. En bref, c'est un mouvement provenant de la peinture qui va beaucoup jouer sur la distorsion visuelle, notamment pour provoquer la peur, mais aussi refléter les états d'âme des personnages. Le but ultime reste de faire ressentir au spectateur l'émotion la plus intense possible. On va donc beaucoup jouer sur le décor, les lumières, sans oublier les zones d'ombre. C'est un film muet adapté du roman Dracula de Bram Stoker, considéré comme l'un des premiers films d'horreur. Murnau est par conséquent un véritable pionnier de ce genre. Alors, petite différence par rapport au livre, le conte Dracula devient le conte Orlok. Cependant, l'histoire reste quasiment la même et cela n'empêchera pas un procès pour plagiat. Heureusement pour nous, le jugement de détruire toutes les copies illicites n'a pas été appliqué. Pour en revenir à notre sujet initial, le remake de Robert Eggers, véritable bijou de cette fin d'année 2024, bien qu'inspiré par le tout premier Nosferatu, revisite l'histoire de manière très actuelle. Et c'est ici que je pose une ultime alerte au spoil. Eh bien, commençons par la bande-annonce. Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Professor, my dreams grow darker. Does evil come from within us or from beyond? Tout d'abord, Eggers commence son film par un prologue qui n'était pas présent dans les versions précédentes. Et l'auteur, qui se sent profondément seul, fait appel à un esprit pour apaiser sa douleur. Le comte Orlok vient à elle. Ceci fait de la jeune femme le personnage principal du film, et non le vampire. Une héroïne qui finit par se sacrifier pour ceux qu'elle aime, ou tout du moins, ce qu'il en reste. Cet appel met Hélène en faute, en quelque sorte, mais elle n'en reste pas moins victime de la possession du comte. Orlok, contrairement aux autres versions, n'est pas un personnage romantisé, que ce soit par son histoire ou même son apparence physique. Ici, c'est un véritable prédateur sexuel, loin d'être guidé par les souvenirs de sa défunte femme. Incapable d'aimer, il n'est poussé que par ses pulsions voraces. Il possède les autres personnages de différentes façons. Hélène est prise de crise incontrôlable pendant son sommeil. On saluera d'ailleurs la performance exceptionnelle de Lily Rose Depp. Son mari, lui, est séquestré dans le château du vampire, etc. Son apparence cadavérique s'éloigne complètement de l'image séduisante qu'on a pu lui attribuer dans des films comme Twilight ou encore Confession d'un vampire. De plus, l'effet de respiration qu'apporte le comédien Bill Skarsgård, qui fait que ses paroles sont très lentes, impose un personnage d'autant plus impressionnant et glauque. Les scènes où le comte se délecte du sang de ses victimes sont pareilles à des scènes de viol, elles sont filmées de la même manière, et l'intensité est soutenue par d'importants bruits de succion. Une crudité qui participe grandement à l'aspect dérangeant du film. Une autre interprétation présente le comte Orlok comme la personnification du désir de Hélène Hutter. Encore une fois, une résonance actuelle sur le regard apporté sur le désir de la femme. Quelque chose qui a souvent été diabolisé et qui pose de plus en plus de questions à l'heure actuelle. Mais cela reste l'histoire d'un pervers qui profite de la fragilité des gens pour les posséder. Ce film a suscité de nombreuses réactions quant à la lecture de la personnification du désir d'Hélène. Cependant, elle peut être aussi considérée comme une véritable victime sacrificielle. On peut, au début du film, croire qu'il indique qu'elle est fautive, mais c'est peut-être aussi une critique de la société. Le seul moyen de se débarrasser de ce prédateur sexuel qu'est Orlok est de sacrifier une femme pour le satisfaire, afin qu'il ne fasse plus de mal. Ce serait donc la société qui impose à Hélène ce sacrifice, ce qui la culpabilise en même temps d'avoir eu du désir en quelque sorte. Dans un autre registre, l'influence du mouvement expressionniste se ressent dans la technique. Effectivement, on remarque des décors sombres, presque une sensation d'étouffement dans la ville fictive de Wisborg, où se passe une importante partie de l'intrigue. Le réalisateur a évoqué dans une interview le désir de susciter une sorte de claustrophobie chez le spectateur.
En effet, les rues sont étroites et souvent remplies de figurants. Le château du comte Orlok, lui, donne plutôt un effet de labyrinthe sans fin où les personnages se perdent au plein milieu des escaliers. Au niveau de la photographie, bien que le film soit tourné en couleur, on arrive parfois à la limite du monochrome. C'est une sorte de noir et blanc créé avec de la couleur. Les instants les plus colorés ont lieu dans les foyers, donc du couple Hutter et de leurs amis les Harding. D'autres scènes comme la messe noire ou celle du contrat avec Thomas Hutter et le comte Orlok sont éclairées par des flammes. Les plans sont entre guillemets plus chaleureux, mais cela ne nuit pas à l'ambiance du film et crée au contraire un contraste très intéressant entre l'éclairage orangé et rassurant que peut procurer une flamme et la tension tout au long du film. Une tension principalement due à un screamer dans le prologue qui mène le spectateur à une attention permanente aux moindres détails. De plus, le prologue prépare le spectateur à ce que le mal soit présent partout. Le plan où l'ombre d'Orlok apparaît avec le mouvement d'un rideau pose le personnage directement dans le champ. Il n'apparaît pas en entrant, le mal est déjà présent. Les mouvements de caméra jouent un rôle important en ceci. Elles se détachent souvent des personnages et attirent l'œil vers les zones d'ombre avec des mouvements presque toujours latéraux ou de rotation. Ceci fait que le spectateur est dans la peur constante du hors-champ, mais aussi de ce qui se trouve dans le champ. Car comme dit précédemment, dès le prologue, la figure du mal est directement présente dans le champ. Il y a énormément de plans séquences par ailleurs, ce qui fait qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait un screamer et la mise en scène joue principalement sur cette attente qui n'est jamais satisfaite. On retrouve également de nombreux jeux avec les ombres indissociables de la figure du personnage d'Orlok. Une référence au film original où l'on voit de grandes ombres se dresser avec l'accent mis sur les mains, notamment qui sont longues, fines, avec les ongles pointus semblables aux barreaux d'une prison. Pour conclure, Nosferatu réussit l'exploit de moderniser et d'adapter à son temps une œuvre gothique de plus de 100 ans. Un excellent remake qui se plonge corps et âme dans le film de genre, dont le seul défaut qu'on pourrait vraiment souligner est le côté prévisible de l'histoire déjà très connue. J'aimerais aussi rendre un dernier hommage à David Lynch, l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, si ce n'est de son pays. Lynch, c'est Une histoire vraie, Elephant Man, Mulholland Drive, mais aussi la célèbre série Twin Peaks ou encore Sailor et Lula, Blue Velvet. Il nous a quittés ce jeudi 16 janvier 2025 à 78 ans. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés, en espérant vous retrouver bientôt dans un prochain épisode. À bientôt!